Conakry, le 26 mars 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. C'est parti pour la première session du Conseil économique et social. Pendant 60 jours, les 45 conseillers vont débattre des questions d'intérêt national. Au sommaire encore, opération de déguerpissement à Kalom, les alentours de petits bateaux complètement libérés. Cabaret et taudis dégagés, le ministre de la Ville se dit déterminé à récupérer les réserves foncières de l'État. Et puis vive émotion, le peuple de Guinée rend hommage au premier président de la Guinée indépendante, lecture du Saint-Coran et exposition des œuvres d'Ahmed Sékou Touré marque l'événement à Conakry. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de la République, professeur Alpha Condé, était ce dimanche au siège du RPG Arc-en-Ciel à Conakry. Le chef de l'État était venu galvaniser les jeunes du parti à mieux s'organiser pour prendre part au débat politique. Professeur Alpha Condé a demandé à la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel d'aller à la confrontation des idées. Ibrahima Keita, Magou Sidibi, reportage. Le passage dimanche dernier du président de la République, le professeur Alpha Condé, au siège du RPG Arc-en-Ciel a fait couler beaucoup d'encre. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, s'adressant aux jeunes du parti, a invité ces derniers à se préparer pour participer pleinement au débat politique. Dans cette adresse, il a surtout insisté sur le respect des valeurs démocratiques tout en rappelant ce que c'est la démocratie. La démocratie, c'est la voix du peuple. C'est ce que le peuple veut, qui est la démocratie. Donc, vous devez désormais engager la bataille des idées dans les universités. Ne pas hésiter à savoir qui est qui a fait quoi, quel est son programme. Il faut que les masques tombent, que les gens n'utilisent plus l'électrocentrique pour tromper les gens. On va vous aider à savoir qui a fait quoi. Le débat d'idées est incontestablement la voie sûre pour une démocratie qui veut s'assumer. Selon quelques responsables du RPG Arc-en-Ciel rencontrés, on veut donner une autre interprétation aux propos du chef de l'État. Entendez ici, affrontement, c'est l'affrontement d'idées. Le débat contradictoire, le débat entre programme et programme, affrontement entre projet de société et projet de société. Donc les gens doivent savoir que le président ne peut pas être père de la nation et demander à ce que les fils de Guinée s'affrontent entre eux. Je me rappelle bien, en 1993, lors des premières élections présidentielles en Guinée, le président Alpha Condé a dit à ses militants et au peuple de Guinée qu'il n'est pas venu pour gouverner des cimetières. Et ça a été entendu et respecté. Ce n'est pas aujourd'hui où il a la destinée de la nation, il peut demander aux fils de Guinée de se boxer entre eux. Pour nous, militants du parti Jeunes de Guinée, c'est l'affrontement d'idées, c'est la confrontation des programmes de société. Parce que chaque parti politique a ses idées. Chaque parti politique a son projet de société pour ce pays. Donc, entre parti et parti, nous devons débattre. Donc, le président a demandé à tous les jeunes du parti de se préparer à ce grand débat. D'un autre côté, cette sortie du chef de l'État est une invite aux militants et militantes du RPG Arc-en-Ciel à mieux s'armer pour relever le niveau du débat politique dans le pays. Dans cette logique, et compte tenu du fait que la démocratie guinéenne est en construction, il est nécessaire de mettre l'accent sur un affrontement ou combat d'idées au lieu d'un affrontement ou combat physique, bilan contre bilan, programme contre programme. Aller au débat sans injure, sans violence, mais débat libre, politique, programme contre programme, bilan contre bilan. De toute évidence, la marche de la Guinée interpelle tous ses fils et filles dans une confrontation d'idées, donc contradictoire pour asseoir les bases d'une véritable démocratie. Le président Alpha Condé a lutté pendant 40 ans. Il devient président. Un premier mandat, un deuxième mandat. Ce n'est pas maintenant qu'il va demander aux Guinéens de se battre. Toute la vie d'abord en soi est un combat.
Il fait face à une opposition qui n'a parlé jusque-là que d'élections. J'ai toujours dit que dans une démocratie, l'opposition est d'utilité publique. Une opposition qui critique, une opposition qui suggère ne peut qu'améliorer la gouvernance de la mouvance présidentielle. Mais notre opposition préfère toujours créer une atmosphère de confrontation, justement, mais pas une confrontation d'idées, mais une confrontation physique. C'est pourquoi elle n'a fait que des manifestations, mais n'a jamais rien proposé en prenant le peuple en témoin pour dire, Monsieur le Président, voilà comment nous voyons, le pays devrait être géré. Quand il va au siège pour dire aux militants, préparez-vous, il y a des échéances. C'est ça qu'on appelle fouetter ces militants pour dire, il y a des échéances qui arrivent, préparez-vous au combat. Le combat ne peut être qu'un combat politique. La confrontation ne peut être qu'une confrontation des idées. Il les invite à répondre la violence par le débat des idées. La consolidation d'une démocratie passe par la lutte des idées, la défense des différents programmes et projets de société. Voilà, bilan contre bilan, programme contre programme. Professeur Alpha Condé encourage le débat d'idées. À plus bref, en image, le président de la République était ce matin à l'hôpital sino-guinéen. Il était venu prendre part à la levée du corps d'Elhadj Amadou Fadiga, initiateur de la pratique du judo en Guinée. Elhadj Amadou Fadiga est décédé hier des suites de maladie. Le président de la République, professeur Alpha Condé, présente ses condoléances, celles du gouvernement et du peuple de Guinée à la famille éplorée. À Abidjan, le Premier ministre, chef du gouvernement, a été reçu ce mardi par le président de la BAD. Une rencontre jugée fructueuse. La Banque africaine de développement octroie à notre pays une enveloppe de 110 millions de dollars pour les réformes économiques et sociales. Voici le reportage de notre envoyé spécial, Mohamed Amin Solano. C'est une mission réussie pour le Premier ministre à Abidjan. Ibrahima Kassouri Fofana arrive à la Banque africaine de développement pour présenter à l'institution africaine des projets pour la Guinée. Signature dans le livre d'or de la BAD, un tête-à-tête avec le président de l'institution et ensuite une séance de travail entre la mission guinéenne et l'équipe de la BAD. Les travaux sont concluants. L'appel du président de la République a été entendu par la BAD. La plaidoirie de la mission a été tout aussi pertinente. Nous en sortons avec des engagements clairs de la banque. La BAD va accompagner le projet FOMI en y mettant 40 millions de dollars américains. La BAD va nous accompagner pour le projet MAMRI, la mission d'assistance à ce que j'appelle la révolution fiscale en Guinée, à hauteur de 15 millions de dollars qui viennent s'ajouter aux 10 millions d'euros de l'Agence française de développement. Donc nous avons les moyens de notre politique sur la mobilisation des ressources internes pour fouetter cette mobilisation des ressources internes qui, en termes nominal, devrait pouvoir faire passer la Guinée à 400 millions de dollars de recettes internes de plus. C'est-à-dire nous avons pour ambition de passer de 13,5 points de PIB, de pression fiscale, dans 2-3 ans, à arriver à 20% de PIB. Ce delta-là, entre 13,5 et 14 et 20%, en termes nominaux, représenterait près de 4 000 milliards de francs guinéens. Une marge importante pour que la Guinée avance dans son programme de développement. Le troisième projet est celui de l'inclusion sociale, qui est ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé dans mon adresse à la représentation nationale, après ma nomination, le partage de la prospérité. Pour
que les Guinéens puissent bénéficier du fruit de la croissance, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Là-dessus, la banque va accompagner la Guinée à hauteur de 55 millions de dollars américains, qui viennent s'ajouter aux 40 millions de dollars américains de la Banque mondiale, plus les 9 millions d'efforts propres. Ça veut dire que notre objectif d'atteindre 2% du PIB à redistribuer pour l'inclusion économique et sociale, notre objectif en termes de financement est atteint. Au total, la Guinée décroche une cagnotte de 110 millions de dollars, pendant que l'enveloppe du pays à la Banque africaine de développement a plus que triplé, passant de 180 millions de dollars en 2015 à 560 millions de dollars aujourd'hui. L'appui de la BAD va permettre au gouvernement Kassory d'intensifier ses actions de développement dans l'agriculture et l'énergie. Objectif, relever le défi de l'autosuffisance alimentaire dans le pays à travers le projet FOMI, avec un meilleur accès des populations à l'électricité. Avec FOMI, c'est 100 000 hectares de terre qui vont être irrigués en République de Guinée, ce qui va permettre d'améliorer les conditions de vie de nos paysans, de permettre à l'agriculture irriguée une production risicole beaucoup plus importante qui pourra aider la Guinée à se suffire en matière de production céréalière. C'est aussi le Mali qui va bénéficier de cette irrigation-là, de la régulation du cours d'eau. C'est la navigation qui va être permise sur 8 mois sur 12. C'est la pisciculture qui va se développer dans la zone du projet. C'est le désensablement. C'est la restauration du couvert végétal et même la protection des berges du fleuve Niger. 110 millions de dollars, 4 mots pour jeter les dés de la mission d'appui à la mobilisation des ressources internes, l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale et du projet d'aménagement du barrage à but multiple de Foumi. Un soutien fort de la BAD à la Guinée qui s'explique par les réformes économiques et sociales du gouvernement Kassory. Retour à Conakry avec l'ouverture ce mardi des travaux de la première session ordinaire du Conseil économique et social. Les 45 conseillers repartis en 4 commissions de travail vont passer au peigne fin plusieurs questions liées notamment à la bonne gouvernance et aux conflits sociaux. Les travaux dureront 60 jours. Yaya Silla, reportage. C'est au lendemain de la campagne de vulgarisation du Plan national de développement économique et social que se tient cette première session ordinaire du Conseil économique et social de Guinée. Un outil de gouvernance économique sur lequel les conseillers du CES se sont largement prononcés avant sa mise en œuvre. Comme vous le voyez, le Conseil économique et social va donner le meilleur de lui-même au cours des travaux de la présente session sur des sujets d'intérêt évident dont les études donneront lieu à la formulation d'avis et de recommandations pertinents à l'attention des pouvoirs exécutifs et législatifs. Les conseillers se pencheront sur le rôle des médias publics et privés dans le processus de développement local. Ce thème et 2 autres vont être au centre des réflexions. La pertinence du choix des thèmes traités est avérée, car elle prend en compte les préoccupations essentielles de M. le Président de la République et de toutes les populations guinéennes. C'est pourquoi il me charge de vous adresser ses plus vives félicitations pour votre patriotisme et votre dévouement pour la cause de toute la nation. Pendant l'intercession, le Conseil économique et social s'est largement investi dans la coopération avec d'autres institutions similaires. En prélude à la tenue prochaine de l'Assemblée générale élective prévue en fin d'année en Guinée de l'Union des conseils économiques et sociaux membres de la francophonie, le Conseil économique, social et environnemental de France développe harmonieusement sa coopération avec le Conseil économique et social de Guinée.
Pour rendre rapide le traitement et la publication des résultats des élections, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, propose l'introduction des nouvelles technologies. Si cette proposition est validée par les acteurs politiques, la Guinée va être au rang des pays où la publication des résultats issus des urnes sera très rapide. La CENI poursuit la concertation à cet effet avec les formations politiques, la société civile et les institutions. Saïd Maliya, le reportage. La CENI, dans sa volonté d'introduire de nouvelles technologies dans la gestion du processus électoral, poursuit son plaidoyer auprès des acteurs. Avec les partenaires techniques et financiers, l'accent a été mis sur l'accompagnement, un aspect essentiel pour mener à bien ce projet. Il est souvent recommandé d'utiliser une approche mixte qui permet d'introduire les nouvelles technologies qui donnent la garantie de la rapidité et de la fiabilité des données, mais aussi la remontée des supports physiques tels que les procès-verbaux pour pouvoir renforcer la crédibilité des données. À ces concertations, si les plateformes de la société civile et les partis politiques de la mouvance présidentielle s'accordent sur la nécessité d'une telle initiative, des inquiétudes subsistent cependant sur la sécurité des données tout le long du processus. Ils exigent de la CENI le contenu technique des solutions envisagées. La société civile guinéenne salue la démarche de la CENI, mais exige d'elle, premièrement, l'élaboration d'une étude de base pour capitaliser les expériences de la CENI et les expériences des autres pays voisins par rapport à l'utilisation de la technologie. Pourquoi? Parce que pour parler de technologie, il y a des questions à se poser. Quelle technologie utiliser? Dans quel contexte? Quelles sont les contraintes liées à l'utilisation et quel est le coût? Cette étude-là ne peut pas être menée par la société civile, c'est à la CENI de faire la première étude de base. Pour la question des recommandations de l'audit du fichier, même si nous avons des informations de manière informelle sur cet audit, nous recommandons à la CENI de prendre attache avec le comité de suivi des accords politiques qui a commandité l'audit pour que nous soyons en possession des copies de ce rapport d'audit par les voies légales et par les voies les plus rapides dans la matière. Si aujourd'hui la CENI nous propose l'introduction de la technologie inexistante pour faciliter la remontée, non seulement la collecte des résultats, mais leur remontée vers les centres de centralisation, nous ne pouvons que nous en réjouir tout en demandant à ce que l'on fasse de sorte que cette technologie rassure tous les acteurs politiques. Il faut préciser que les questions non élucidées lors de ces rencontres, comme l'examen du rapport d'audit du fichier électoral, vont être portées au niveau du comité de suivi du dialogue politique. Dans l'actualité encore, les secrétaires généraux des départements ministériels et des hauts cadres de la présidence de la République, de la primature et des institutions républicaines vont participer les 29 et 30 mars à un atelier de validation des textes sur le renforcement du travail gouvernemental. La rencontre se tiendra à Bel-Air. Les précisions dans ce reportage de Baba Kouyati. Le gouvernement et la Banque mondiale ambitionnent de qualifier et réglementer le travail gouvernemental. C'est le motif de la rencontre de Bel-Air prévue du 29 au 30 mars prochain. Elle vise à assurer une planification et une organisation efficace pour améliorer la qualité des actes législatifs. Dans le cadre de ce projet de gouvernance et de renforcement des capacités, la Banque mondiale a recruté 2 consultants qui ont travaillé, un, sur le cadre normatif du travail gouvernemental, 2, sur le dispositif de communication gouvernementale. Alors, comme vous le savez, et la production des actes normatifs, c'est-à-dire les lois, les arrêtés, les décrets, les conventions, les accords, plus maintenant l'activité de communication, ces 2 volets constituent des enjeux de gouvernance publique. Et comme à chaque fois, le président ne cesse d'appeler les membres du gouvernement à améliorer justement la qualité
des textes normatifs. Il s'agira donc pour les acteurs publics que sont les secrétaires généraux et les autres partenaires institutionnels de s'approprier, n'est-ce pas, des résultats de ces études qui font un diagnostic pertinent, n'est-ce pas, de notre système normatif et notre système de communication. La nécessité de bâtir un plan de communication gouvernementale efficace qui touche la majorité des Guinéens sur les actions du gouvernement est l'autre centre d'intérêt. Experts en communication et personnes aux ressources tenteront pendant les assises de construire un système de communication accessible aux citoyens. Le fonctionnement global du gouvernement va être amélioré. Le dispositif de communication sera plus efficace, plus pertinent et surtout, il faut aller vers les populations pour les faire participer à la vie publique. Une population non informée, moins informée est exposée à toutes sortes de manipulations. De fortes recommandations sont attendues en faveur du processus d'élaboration des actes législatifs et celui de la stratégie de communication du gouvernement. Ces recommandations serviront de boussole pour l'efficacité du travail du gouvernement. L'autre temps fort de cette édition, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire se dit déterminé à récupérer toutes les réserves foncières de l'État. Ce mardi, le chef du département et son équipe étaient au Petit Bateau, dans la commune de Kaloum. L'opération a permis de libérer le site qui était illégalement occupé par des particuliers. Saint-Martin signe le reportage. Les côtes de la ville de Conakry sont obstruées à certains endroits par les occupations illégales. À l'entrée du Petit Bateau, les baraques fouettent le regard de tout visiteur. Pire, les rails sont envahis. À moins de 3 mètres de là, des particuliers y logeaient. En majorité anglophone, ces habitants avaient monté des hangars de type pilotis en pleine mer. Face à cette situation, les autorités du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire décident de débarrasser ces lieux des encombrants physiques. Du Petit Bateau en passant par Koronti jusqu'à la pointe de Kamayen, l'espace est aujourd'hui libéré. Le président de la République a une vision, c'est l'amélioration du cadre de vie des Guinéens, c'est de protéger chaque Guinéen. Ce que vous dites dans ce cadre-là aujourd'hui, on ne peut pas dans une situation où des gens viennent s'installer à 2 mètres, à 1 mètre, parfois à 50 cm des rails où le train va venir. Je crois que même s'ils ne sont pas conscients, l'État a l'obligation de faire en sorte que ces personnes-là, les enfants qu'ils ont au moins, aient la vie sauve. Donc je crois que ce dégagement aussi rentre dans ce cadre. Et ça c'est extrêmement important pour nous. Nous travaillons pour que, comme le souhaite le président, ce qui est fait aujourd'hui est fait pour que chaque Guinéen puisse bénéficier du port. Je tiens à préciser que 80% des activités économiques, 80% des activités commerciales en Guinée émanent du port. Tout ce qui est comme import-export, c'est le port de Conakry. L'objectif aujourd'hui du président, c'est de faire en sorte que les pays voisins, comme le Mali, le Burkina aujourd'hui, puissent profiter de ce port. C'est la 6e opération de déguerpissement sur ce site. Après cette action, le ministre en charge de l'aménagement des sols annonce de nouvelles mesures pour viabiliser l'espace libéré. Il y a 2 choses qui se présentent. Dans un premier temps, quand on dégage et que le projet, il n'y a pas de projet, ça devient un problème. Donc les gens après ils reviennent. Deuxième chose, quand on dégage, il faut forcément faire la suivance. Il faut qu'il y ait un dispositif qui puisse permettre de suivre permanemment les zones dégagées afin de faire en sorte que les gens ne puissent pas s'installer. Je pense que vous pouvez être certain. La première des choses, c'est qu'il y a un objectif, il y a un programme précis du président de la République en ce qui concerne le port. La deuxième des choses, c'est que nous avons une brigade. Le président lui-même a décidé de mettre en place une autre brigade qui va renforcer la suivance au niveau des différentes zones qui sont des zones appartenant à l'État et qui sont mal exploitées, en tout cas utilisées par d'autres personnes. Cette opération de déguerpissement de petits bateaux est appuyée par les services de sécurité du gouvernorat de la ville de Conakry. Elle intervient dans la perspective de la réalisation du schéma directeur de Kaloum, baptisé Grand Conakry 2040. Un projet qui va améliorer l'image de la commune de Kaloum et des îles de Los. Un lot de matériel informatique et des meubles du bureau pour l'Agence nationale du service civique et d'action pour le développement. C'est un don du Fonds européen de développement. Le geste vise à renforcer les capacités d'apprentissage des étudiants de la filière conduite des engins roulants. Ça à Marathon, reportage. Pour réduire le taux d'accidents sur les différentes routes du pays, l'Agence du service civique d'action pour le développement, ASCAD, a ouvert depuis quelques mois une filière de conduite de poids lourds dans son centre de formation situé dans l'enceinte du camp Alpha Diallo.
faciliter l'apprentissage aux jeunes étudiants, le ministère de la Jeunesse, à travers son projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, offre un lot important d'équipements informatiques à ce département. C'est dans le cadre de la première composante, le fonds compétitif, que l'ASCAD a été retenu suite à une compétition. Alors ils ont présenté un projet de formation de 1000 jeunes dans les métiers du BTP. Et dans ce cadre, il est prévu l'achat de ces matériels pour un peu qualifier la formation professionnelle de ces jeunes apprenants. Nous sommes dans une dynamique de qualification et de modernisation du système d'enseignement de notre pays. Autre bienfaiteur de l'ASCAD, le service national de l'ordonnateur du Fonds européen. En plus du matériel informatique qu'elle met à la disposition des apprenants, cette autre structure offre également des meubles de bureau et accessoires. Osons le dire, les chauffeurs sont mal formés, pour ne pas dire qu'ils ne sont pas formés, dans des écoles spécialisées. Maintenant, l'avantage de l'ASCAD, c'est quoi? Tous les partenaires s'intéressent à ça, parce qu'il y a un processus de réintégration socio-économique des jeunes dans la dynamique de travail, dans la dynamique de développement. C'est pourquoi on a de l'intérêt à les aider. Pour les responsables de l'ASCAD, l'acquisition de ces matériels va améliorer les méthodes d'apprentissage. Nous voulons que le cadre vraiment de conduite en Guinée change. Pour cela, il faudrait que les chauffeurs guinéens, les conducteurs guinéens de poids lourds de demain soient outillés. Et l'outil principal, c'est ce que vous voyez devant vous aujourd'hui, qui consiste ce premier lot que l'Union européenne a donné à l'ASCAD. Et c'est la garantie que nous venons de leur donner en plus pour leur dire que ce matériel que nous recevons aujourd'hui, non seulement va nous servir, mais je leur garantis que ça sera utilisé à bon escient. Créée en 2011, l'ASCAD a pour mission de réduire le chômage en Guinée en initiant les jeunes aux pratiques des petits métiers. Le projet pilote de réintégration socio-économique PAS2 a pris fin en Guinée. Plus de 2000 jeunes à risque et femmes vulnérables ont bénéficié des acquis du projet à Conakry et à Kissidougou. L'Union européenne, bailleur de fonds de ce projet, apprécie les résultats enregistrés. Moussa Komara. Mise en œuvre par le ministère de l'Emploi, de la formation technique et professionnelle à travers l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi AGIP, le programme pilote national de réintégration socio-économique PAS2 est arrivé à terme en Guinée. Au rendez-vous du bilan, 2000 jeunes à risque et personnes vulnérables ont été impactés à Conakry et à Kissidougou. L'expérimentation de l'approche 3x6 a permis à l'unité de gestion de réaliser ce projet avec succès. Au départ, nous avons eu 2000 bénéficiaires dans la préfecture de Kissidougou et dans les communes de Ratoma et de Matoto. Les 2000 bénéficiaires à la première phase inclusion ont tous effectué des activités de haute intensité de main-d'œuvre. Ils étaient payés à 45 000 et le programme les impose une épargne obligatoire chaque mois. Et ces épargnes-là ont constitué les premiers fonds des groupements qu'ils ont constitués. Au total, 91 groupements sur les deux sites, donc Conakry et Kissidougou. Ces groupements-là ont eu les premiers fonds en mettant ensemble les épargnes individuelles. Ce programme financé par l'Union européenne a été lancé en 2016. Il a permis aux bénéficiaires de sortir de la vulnérabilité et d'augmenter leurs revenus. À la tête d'un groupement agricole à Kissidougou, la vie de Catherine Leno a changé et elle est devenue un modèle de réussite dans la localité grâce à ce projet. J'étais sans situation. Aujourd'hui, je suis aide à plusieurs personnes. Les jeunes viennent me demander des choses en crédit, les gens viennent me demander des aides. Même pendant les cérémonies, on me demande de faire des bons, je le fais. L'Union européenne se réjouit des résultats obtenus et souhaite la pérennisation de ces acquis afin de venir à bout de la vulnérabilité dont souffrent les femmes et les jeunes dans notre pays. Aujourd'hui, on peut dire que l'objectif a été atteint parce que la grande majorité de ces 2000 personnes sont intégrés dans des groupements d'intérêt économique. Ils mettent en œuvre des activités génératrices de revenus qui leur apportent un bénéfice, qui leur permet d'améliorer leurs conditions de vie et de sortir de la vulnérabilité. Je voudrais remercier l'Union européenne pour leur implication toujours à nos côtés. Après 4 ans, le programme pilote national de réintégration socio-économique PAS2 est arrivé à sa fin. Son succès a permis de mettre en œuvre un autre programme. Il s'agit du PAS3 qui va impacter 1300 jeunes vulnérables dans les villes de Guékédou, Lola et Zélékoré.
Dans l'actualité encore, le Forum national sur la décentralisation du secteur de la santé se tient à Conakry. La rencontre mobilise les maires des communes de convergence, des cadres de l'État et des partenaires au développement. Objectif, amener les acteurs concernés à s'impliquer dans les réformes engagées dans le secteur de la santé. Mohamed Kamara. En Guinée, le gouvernement a engagé plusieurs réformes en faveur de la santé des citoyens à la base. Plusieurs centres de santé sont construits et dotés de médicaments nécessaires. En dépit de ces efforts, des défis restent encore à relever, notamment le manque de collaboration franche entre les communautés et les agents des structures sanitaires locales. Face à cette préoccupation, les maires des communes de convergence, les cadres des départements sectoriels et les partenaires échangent ici à Conakry sur des stratégies de participation des acteurs locaux à la gouvernance de la santé. Ce forum s'inscrit dans une dynamique de faire comprendre aux communautés à la base que leur participation et la prise en compte des questions de santé constitue un élément important pour elles. Donc nous avons engagé ce processus à travers toutes les innovations que nous connaissons actuellement en matière de décentralisation. C'est la stratégie du gouvernement de Guinée et de la ministère. L'USAID fait appui à cette stratégie qui met au centre l'appui de santé à le niveau communautaire qui est le plus proche aux citoyens. Ce forum de Conakry va permettre au ministère de l'administration du territoire et les départements sectoriels d'évoluer en synergie d'action conformément aux directives du PNDS. La démarche consiste à orienter les réflexions sur les avantages que les collectivités peuvent tirer de ces réformes en termes de gouvernance sanitaire. Il s'agit donc de planter aujourd'hui des jalons fluorescents, il faut le dire, qui permettent de baliser l'itinéraire de l'appropriation, n'est-ce pas, du secteur de la santé au niveau des collectivités. Que les élus et les citoyens se sentent responsabilisés dans le domaine de la santé. Et cela, je crois que cela coule de source. Aucun ne doit être négligé, aucun ne doit perdre sa vie parce qu'il n'a pas les moyens. Ça veut dire il faut revenir à la source, il faut revenir à la communauté et il faut réorienter nos politiques de santé pour que chaque citoyen soit capable d'accéder à la santé. Cette rencontre axée sur la méthode participative va durer 2 jours. À travers une interaction constructive, les participants à ce forum vont formuler des recommandations concluantes au bénéfice des populations à la base. Mohamed Kamara, il faut le préciser que les travaux de ce forum national sur la décentralisation du secteur de la santé viennent de prendre fin ici à Conakry. Et puis ce communiqué de l'Assemblée nationale, avant de poursuivre cette édition, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés, les membres du gouvernement, les membres des institutions républicaines, des partenaires techniques et financiers et du peuple de Guinée que conformément à l'article 68 de la Constitution, l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2019, dite session des lois, est prévue le 5 avril 2019 à 10h précise à l'hémicycle du Palais du Peuple à Conakry. Sont conviés à la cérémonie d'ouverture le Premier ministre chef du gouvernement, les présidents des institutions constitutionnelles, les membres du gouvernement, les membres du corps diplomatique et consulaire, les représentants des institutions internationales, le gouverneur de la Banque centrale de la République, le chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, les chefs d'état-major particuliers, le gouverneur de la ville de Conakry, les directeurs généraux de la police et des douanes, les représentants des centrales syndicales et de la société civile, les représentants des confessions religieuses, les 5 maires de la ville de Conakry. Vu l'importance de cet événement, la présence de tous est vivement souhaitée. Conakry le 26 mars 2019, le président Claude Kory Kounyanou.
Direction la Haute-Guinée, les populations de Yalakoro, dans la préfecture de Mandiana, témoignent de leur attachement indéfectible au chef de l'État, professeur Alpha Condé, à travers des manifestations culturelles ponctuées de discours. Les habitants de Yalakoro ont salué les œuvres du président de la République à Mandiana. Les actions de développement sont visibles à Yalakoro. L'ancien Koulibaly revient de son village natal. Images et commentaires, regardez. L'avènement du professeur Alpha Condé a permis la réalisation de plusieurs infrastructures sociales de base à Yalakoro, dans la préfecture de Mandiana. En reconnaissance de ces efforts en leur faveur, les populations sont venues de tous les districts de Mandiana pour remercier et réitérer leur adhésion au projet de société du président de la République à travers l'organisation d'une journée artistique et culturelle. Mandiana a toujours été un bastion du RPG. À un moment donné, il y avait des commentaires irréalistes qui semblaient dire que le RPG est en perte de voix à Mandiana. La démonstration vient d'être faite pour ceux qui étaient encore sceptiques que Mandiana reste et demeure fidèle au président de la République. Nous sommes ici pour le saluer. Depuis qu'il est président de la République en 8 ans, il a changé la physionomie de Mandiana. Un sentiment de satisfaction par rapport à cette grande mobilisation. Une grandiose mobilisation faite par la sous-préfecture de Yalakoro pour remercier M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, de tous les bienfaits qu'il est en train de faire pour cette localité en particulier, mais pour Mandiana en général. Une occasion mise à profit par les groupes d'animation pour démontrer les facettes du riche folklore mandingue et du Wassoulou. Ces manifestations artistiques et culturelles à Yalakoro traduisent la volonté des populations de cette sous-préfecture de Mandiana par rapport à la vision du professeur Alpha Condé de faire de la Guinée un pays émergent. Yalakoro, dans la dynamique de développement. Merci Lancy. La diaspora guinéenne vivant au Libéria réitère son engagement à soutenir la politique du développement du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les différentes antennes du parti RPG Arc-en-Ciel dans ce pays ami sont effectives. Une manière pour nos compatriotes d'adhérer aux actions de développement du président de la République. Aboubacar Junior Camara commente ces images. Ils étaient nombreux, ces Guinéens et Guinéennes résidant au Libéria, a réservé un accueil chaleureux à cette délégation du RPG Arc-en-Ciel venue de Conakry. Ces Guinéens vivant au Libéria sont aujourd'hui organisés en un grand mouvement de soutien aux actions du développement du président de la République. Quand le président Sékou Touré quittait le pouvoir, la Guinée avait une capacité de 8 MW. Et après le président Lansana Conté est venu, on a eu une capacité de 85 MW. Aujourd'hui, en 8 ans, le président Lansana Conté a fait 25 ans de pouvoir. Le président Alpha a fait 8 ans de pouvoir et nous avons aujourd'hui 450 MW installés en Guinée. On n'avait pas d'usine de transformation de bauxite. Aujourd'hui, nous sommes en train d'installer 8 usines de transformation de la bauxite en Guinée. La seule usine que la Guinée avait, qui a été construite après l'indépendance par Pichiné, a été revendue par ceux-là aujourd'hui qui veulent avoir le pouvoir en Guinée. Partout à travers le Libéria, ce grand mouvement de soutien aux actions de développement du président Alpha Condé a installé ses antennes. Des antennes qui consistent à fédérer tous les Guinéens vivant au Libéria autour des idéaux du changement du chef de l'État. Dans le secteur minier, la Guinée, la production maximale de l'indépendance jusqu'à l'arrivée du président Alpha Condé était de 15 millions de tonnes par an. Aujourd'hui, notre production avoisine 60 millions de tonnes par an. Eh bien, aujourd'hui, j'ai su qu'elles sont capables de mobiliser, qu'elles sont capables et que leur organisation est une bonne organisation. Nous les félicitons. Et nous, M. Kourouma et moi, nous mettrons tout notre effort pour qu'il y ait un appui du professeur Alpha Condé aux femmes résidant au Libéria, à Morobia. À travers ce grand mouvement de soutien, la diaspora guinéenne vivant au Libéria veut davantage exprimer son adhésion sans embâche à toutes les actions de développement du chef de l'État. 35 ans après la mort du père de l'indépendance, Ahmed Sékou Touré, le peuple de Guinée se souvient. Le PDG RDA a organisé ce 26 mars une lecture du Saint-Coran pour le repos de l'âme de l'illustre disparu et des compagnons de l'indépendance. Yéné Yassane a suivi la cérémonie, témoignage.
Le président Ahmed Sékou Touré a été un fervent serviteur de l'islam, membre de plusieurs organisations islamiques internationales. 35 ans après son rappel à Dieu, une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour le repos de l'âme de Lulus disparu et ses compagnons de l'indépendance est organisée ici à la grande mosquée Faisal de Conakry par sa famille politique et biologique. La commémoration de l'anniversaire de la mort de feu Ahmed Sékou Touré est un grand moment de recueillement pour les Guinéens. Pour les Guinéens qui se souviennent et qui se souviennent toujours de l'œuvre immense que ce pionnier de l'indépendance de la Guinée et même de l'Afrique a posé durant sa vie, de l'héritage qu'il a laissé aux Guinéens, le patriotisme, le nationalisme et les vertus humaines qu'on connaît de lui. Son œuvre continue à inspirer tous les Guinéens. C'est pourquoi ces moments sont des moments très importants au cours desquels les Guinéens font des prières ferventes. Nous avons des exemples que nous devons suivre. Nous avons eu des grands hommes et des grandes dames dans ce pays, dans cette nation. Nous avons porté haut le flambeau africain. Nous avons sonné le glas du colonialisme français en Afrique francophone. Donc nous avons de quoi être fiers. Et pour cela, nous avons des exemples que nous devons suivre et nous devons essayer d'être comme eux. Ils se sont battus pour l'intégrité nationale. Ils se sont battus pour que ce pays soit un et indivisible. Si nous devons leur rendre hommage à titre posthume, c'est des actes concrets que nous devons poser. De la grande mosquée Faisal, nous voici au mausolée où repose désormais le père de l'indépendance de la Guinée. Ici, des prières ont été également formulées pour le repos de son âme. Un moment de recueillement, mais aussi de prière et souvenir. Pour nous autres, comme le président Ahmed Sékou Touré le disait, aujourd'hui certes c'est une journée de recueillement, mais au-delà de ça, il nous a enseigné qu'un révolutionnaire ne pleure pas ses morts. Il agit plutôt en continuateur des héros tombés sur le champ de l'immortalité. Donc tous ces jeunes que vous voyez réunis, toutes ces dames, tout le peuple de Guinée que vous voyez mobilisé, aujourd'hui n'est pas venu pour pleurer le président Ahmed Sékou Touré. C'est un acte de reconnaissance, une façon de prouver encore une fois de plus que le combat, nous le continuons et nous maintenons le flambeau de la lutte jusqu'à la victoire finale. Le feu président Ahmed Sékou Touré, le fondateur de la révolution guinéenne, laisse derrière lui une idéologie politique basée sur le respect des principes démocratiques, paix et le patriotisme. Une idéologie qui se vulgarise au sein de la couche juvénile. En plus bref, le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique informe le peuple de Guinée de la qualification des équipes nationales, notamment le Sili national senior pour la CAN 2019 en Égypte, le Sili national U17 pour la CAN 2019 en Tanzanie, également les équipes de handball en série filles et garçons pour les Jeux africains de Rabat au Maroc, les équipes nationales de karaté et les déficients mentaux ont obtenu également de nombreuses médailles à l'étranger. Le ministre Banta Masso remercie le chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour son soutien et les acteurs impliqués dans le développement des sports. Voilà, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.